Amis de la résistance française et de la réaction républicaine, bonjour. Il faut se méfier des jugements de la postérité. Jacques Bainville, qui est mort en 1936, à l'âge de 58 ans, est considéré comme un historien de la plus haute réputation et de la plus grande qualité. Il est évidemment très apprécié à droite parce qu'il était l'historien emblématique et officiel de l'Action française de Charles Maurras, qui à son époque avait une immense influence intellectuelle, morale, culturelle dans notre pays. Mais plus paradoxalement, il est apprécié à gauche. Pourquoi ? Eh bien, les cosmopolites aiment bien qu'ils disent que la France est fondée sur le mélange. Je cite. Qu'elle est un composé, qu'elle est une diversité, que son territoire est un isthme ouvert à tous les passages. C'est-à-dire qu'il a résumé à l'avance la doxa immigrationniste que nous subissons actuellement. Les collectivistes apprécient qu'il ait dit, je cite, « La terreur était nationale », donc nécessaire, légitime. Et ils apprécient encore plus, peut-être, que globalement, ils justifient mezzo voce l'horrible révolution française de 1789. Aussi paradoxal que ce soit pour un royaliste. Les uns comme les autres à gauche sont satisfaits que Jacques Bainville ne dise pas un mot dans un livre de 550 pages sur la franc-maçonnerie. Le mot n'apparaît pas. Ni le mot franc-maçonnerie, ni aucune de ses obédiences. Et que, à propos de l'affaire Dreyfus, ils ne disent rien du rôle de la coterie juive. Ils se gardent bien d'ailleurs de dire que Dreyfus est innocent, ou coupable. Ils ne se prononcent pas. Alors, lorsqu'on lit son ouvrage « L'histoire de France », publié en 1924, qui est un grand succès de librairie, qu'il a réédité plusieurs fois jusqu'en 1933, on tombe de son haut. Ce livre n'est pas mauvais, il est très mauvais. Alors je vais apporter la démonstration en survolant bien sûr le sujet. Vous verrez dans l'article qui est cité dans la description de cette vidéo les références multiples que je donne. Mais je vais m'appuyer tout de suite sur l'autorité d'un éminent historien, Marc Bloch, qui a dit ceci sur Jacques Bainville, je cite, « Il le donne en exemple d'une histoire prétendue dont l'absence de sérieux, le pittoresque de pacotille, les partis pris politiques pensent se racheter par une immodeste assurance. » On ne peut pas dire mieux d'un prétendu historien qui était en réalité un journaliste. Alors, commençons avant de montrer les contresens, les trois contresens essentiels que commet Bainville sur l'histoire de France, par dire qu'il était, pas vraiment un historien, plutôt un narrateur. Dans les 550 pages, donc, de son livre, je parle de l'édition récente que j'ai sous la main, préfacée par Gisbert, François-Olivier Gisbert, il y a une douzaine de références quantitatives, pas plus. Il faut attendre 1789 pour savoir que la population française est de 25 millions d'habitants. Et alors il cite la phrase sarcastique de Rochefort sous le Second Empire, disant « La France a 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. » Remarquez que lorsqu'il parle de la population de 1789, il ne donne pas à la population respective du clergé, de la noblesse et du tiers-état, ce qui n'aurait pas été inintéressant. Et puis surtout, il ne dit jamais que la population de la France était la plus importante jusqu'au XIXe siècle, dans toute l'Europe. Or, cette prépondérance démographique de la France n'est pas sans rapport avec le poids politique, mais aussi culturel, que la France a joué si longtemps, jusqu'à nos jours presque. Il ne dit rien du climat, sauf à dire une fois qu'en 1709, il a fait très froid. Bon. Il aurait pu ajouter qu'en 1709, on pouvait traverser à cheval la Seine, qui était glacée, tellement il faisait froid. C'était le petit âge glaciaire qui a endeuillé la fin du règne de Louis XIV. Événement considérable, dont il ne dit quasiment rien.
Il ne parle pas non plus de l'optimum médiéval qui a suivi l'an 1000 et qui a tant contribué au développement démographique et économique de la France. Mais je lui en voudrais particulièrement de ne rien dire de la Grande Peste. En 1347, la Grande Peste arrive en France. Et elle va tuer en quelques années le tiers de la population française, comme celle des pays voisins. Le tiers. Il n'en dit rien. C'est pourtant l'événement le plus important de la guerre de 100 ans. On peut donc dire que sa narration n'est pas explicative, et lorsqu'il se vante d'expliquer des événements, c'est une imposture. Il raconte, plus ou moins bien, il n'explique pas. Alors, venons-en maintenant au contresens qu'il a commis. Le premier contresens porte sur les origines de la France. Je rappelle que son livre date de 1924, dernière édition, 1933. L'ensemble de son histoire de France commence avec la guerre des Gaules, moins 58 avant Jésus-Christ, et se termine en 1932. Or, il ne dit rien des origines indo-européennes de la France. Pourtant, on sait depuis un grand Français, génie ni connu, Claude de Saumaise, 1643, qu'il y a une famille de langues indo-européennes qui réunit aussi bien le français, le latin, le grec ancien, que le sanskrit et le persan. Et les études indo-européennes, qui ont vraiment commencé sur le plan scientifique au début du XIXe siècle, avec Rask et Bopp, l'un danois, l'autre allemand, ont fait des progrès considérables, avaient fait en 1924 et a fortiori en 1932 des progrès considérables. La France avait notamment donné à ses études Antoine Meillet, qui était contemporain de Bainville. Or, il ne dit rien, il ne sait rien, il ignore complètement le fait indo-européen. C'est inexcusable. C'est inexcusable parce que, justement, la France est issue d'un sinécisme celto-romano-germanique. Les Gaulois étaient des Celtes, donc des Indo-Européens. Les Romains étaient des Indo-Européens. Les Francs, qui ont donné leur nom à notre pays, ou les Burgondes, qui ont donné leur nom à la province de Bourgogne, étaient des Germains, donc aussi des Indo-Européens. Et donc ce rapprochement des trois populations, des trois peuples, ou quatre peuples si vous préférez, au sein de la famille indo-européenne, n'est pas sans importance dans l'identité de la France, et même essentiel. Alors, quand notre Bainville nous explique que la France est un composé, il n'a pas entièrement tort, il faut le reconnaître. Les conquérants indo-européens sont arrivés dans un espace qui n'était pas vide. Il y avait historiquement deux couches précédentes. Les chasseurs ouest-européens qui étaient arrivés en 30 000 avant Jésus-Christ, les paysans anatoliens qui étaient arrivés à partir de moins 6 000 avant Jésus-Christ, et c'est de ce mélange qu'est sorti le peuple français. Alors là, le peuple français n'est pas issu d'un métissage, mais d'un mélange entre trois sous-races de la race caucasoïde, que les anthropologues ou les raciologues appellent respectivement nordique, méditerranéenne et alpine. Donc certes, c'est un mélange, certes, c'est de la diversité, mais ça n'est pas une très grande diversité. Et il en est résulté une synthèse que nous avons tendance, nous Français, à penser comme parfaite, ou presque parfaite. La perfection n'étant pas de ce monde, n'est-ce pas? Et quand il dit que la France est un isthme, c'est très abusif. Les Pyrénées sont quand même un obstacle majeur. Alors il est vrai que les Celtes, au premier millénaire avant Jésus-Christ, les ont traversés pour s'installer en Espagne, qu'ultérieurement les Germains, Visigoths et Vandales les ont aussi traversés. Les Visigoths sont restés en Espagne, les Vandales sont allés en Afrique du Nord, mais globalement, on ne peut pas dire que la France soit une voie de passage pour toutes sortes de migrations ou d'invasions. Donc, son insistance sur le caractère hétérogène de la France est excessif, et d'autant plus absurde qu'il ne dit pas à aucun moment que la France était divisée en une langue d'Oïl au nord et une langue d'Oc au sud, ce qui est un fait historique important et culturel aussi important. Donc, il ne comprend pas ce qu'était vraiment la France. Et puis, il a une façon de parler des Gaulois qui est tout à fait insupportable.
ils les traitent de primitifs qui pratiqueraient des sacrifices humains, ce qui est une légende. Ils avaient la peine de mort, c'est tout, mais pas les sacrifices humains. Et il se réjouit d'une manière que je trouve inexcusable de la victoire de Jules César, et surtout, il trouve comme une peccadille le fait que Jules César ait exterminé 1 million de Gaulois, 10% de la population française. Populicide oublié, dont personne ne parle. Il faut quand même savoir, chers auditeurs, chers amis, de la Résistance française et de la réaction républicaine, que les armées de Jules César, les armées romaines de Jules César, entre moins 58 et moins 51, pendant les guerres des Gaules, ont exterminé le 10e de la population française. 1 million sur 10 millions. À l'échelle d'aujourd'hui, ça ferait 6 millions. Et que tous ces gens exterminés, hommes, femmes, enfants, ces Gaulois étaient en partie nos ancêtres. Ils ne sont pas tous morts sans descendance. Donc tous les Français de sang descendent de milliers de Gaulois assassinés par les armées de Jules César. Alors, ce n'est pas une peccadille. Hein. Et surtout, les Gaulois n'étaient pas du tout les primitifs qu'ils croyaient. C'est inexcusable. Il écrit, je le répète, en 1924, dernière édition en 1932. Or, au XIXe siècle, avec des historiens aussi éminents que Amédée Thierry, Henri Martin, Camille Julien, on a réhabilité les Gaulois. Et depuis après Bainville, évidemment, les découvertes archéologiques ont montré à quel point on avait sous-estimé la grandeur de la civilisation gauloise. D'ailleurs, il aurait pu s'intéresser au fait que les druides, qui, au bout d'un siècle après Jules César, ont été obligés de fuir en Irlande, ont porté la civilisation irlandaise gaélique au plus haut niveau, à tel point qu'au VIe siècle, après la chute de l'Empire romain, ce sont les moines irlandais qui ont rechristianisé l'Europe occidentale. Confère la ville de Saint-Gall en Suisse. Saint-Gall étant évidemment un Irlandais. Le deuxième contresens de Bainville porte sur la formation de la nation française, et non plus sur les origines de la France. Alors là, je dois dire, on est sidéré. Qu'il fût germanophobe en 1924, on peut le comprendre. La France avait fait 2 fois la guerre à la Prusse ou à l'Allemagne, 1870-1914. Ça n'aurait pas dû brouiller son jugement d'historien. Or, Bainville, d'une manière caricaturale et grotesque, présente la bataille de Tolbiac en 496 entre les Francs et les Alamans comme une bataille entre les Français et les Allemands. Ce qui est aberrant et absurde. Alors là, on joue sur les mots. Il se trouve que le mot franc a donné français, que le mot allemand a donné d'autres langues, Allemagne, mais les Francs et les Allemands étaient 2 branches cousines des populations germaniques. Et d'ailleurs, aussi bien chez les Mérovingiens que chez les Carolingiens, les Francs sont restés des Germains qui parlaient francique. Enfin, le francique qui n'était pas le français, langue romane, mais une forme de langue germanique qui a donné d'ailleurs le néerlandais, ou le flamand. Donc, la vérité élémentaire qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les Francs n'étaient pas des Français, c'était des Germains. Et la bataille de Tolbiac ne posait absolument pas des Français à des Allemands, c'est complètement anachronique. Après Charlemagne, qui a étendu donc le royaume des Francs, Regnum Francorum en latin, vers l'Est, dans l'Allemagne actuelle, il y a eu le traité de Verdun en 843, qui a divisé l'empire de Charlemagne, celui de son fils Louis le Pieux ou le Débonnaire, en 3 parties. La Lotharingie au milieu a rapidement disparu, et donc il restait la Francie orientale et la Francie occidentale. Donc ce qui est aujourd'hui la France, c'est l'ancienne Francie occidentale. L'Allemagne, c'est l'ancienne Francie orientale. Et donc, la formation de la nation française résulte, au Xe et XIe siècle, de l'élimination des Vernins par l'édiction des
carolingiens. Alors ça, c'est un fait occulté non seulement par Baville, il faut bien le dire, par les rois capétiens eux-mêmes. Et il faut rétablir la vérité historique sur ce point fondamental. La nation française s'est constituée, non pas en 496 avec Clovis, mais au Xe et XIe siècle. Elle était un produit de l'ethnie française qui a pris conscience d'elle-même et qui s'est donc formée comme nation autour de la dynastie nationale des Robertiens capétiens, qui étaient des Français, après avoir évincé la dynastie étrangère des Carolingiens, qui étaient des Germains. Ce sont des faits historiques que Baville ignore. Il faut bien dire que les Capétiens eux-mêmes, en se faisant appeler Capétiens et non Robertiens, y ont contribué. On peut dire que les Capétiens étaient des Robertiens qui voulaient se faire passer pour des Carolingiens. On en a une marque assez amusante, d'ailleurs, dans les noms des rois capétiens. Hugues Capet, donc 987, et son fils Robert Ier s'appelaient donc respectivement Hugues et Robert. Et sur les 33 rois de France, entre Hugues Capet et Louis XVI, sans parler de ceux qui ont régné après la Révolution, à part donc Hugues et Robert, les deux premiers, il y a eu donc 31 rois. On a compté 11 rois nommés Louis, de Louis VI le Gros à Louis XVI. On a compté de Charles IV à Charles IX 6 rois nommés Charles. Les autres se sont appelés Henri, François, Jean. Mais aucun ne s'est appelé Robert ou Hugues, comme il aurait été logique. Je rappelle que la dynastie capétienne, en réalité, commence à Robert le Fort, qui n'a pas été roi, qui a eu 2 fils rois, eux depuis Robert Ier. Et donc on a une filiation jusqu'à Robert II, qui est la suivante. Robert le Fort, Robert Ier, Hugues le Grand, Hugues Capet, Robert II. 3 Robert et 2 Hugues. Au lieu de cela, les rois capétiens, qui se sont fait appeler capétiens et non robertiens, se sont non seulement repris le nom de Charles, d'après Charles Ier et Charlemagne, ou Louis, d'après son fils Louis Ier, le pieux ou le débonnaire, mais se sont numérotés à partir d'eux. Et ce qui occulte complètement la véritable naissance de la nation française, qui est due à l'éviction des Carolingiens. Alors, le troisième contresens commis par Baville porte sur la formation de l'État français. Alors, il repose sur une confusion classique qui remonte bien sûr au moins à Jules Michelet, car Baville a été fait du sous-Michelet, entre le domaine royal et le royaume de France. Une méconnaissance complète de la féodalité. Dans la féodalité, le royaume comprend des fiefs. Le domaine royal, c'est la partie du royaume où le roi exerce directement son autorité sur les seigneurs, sans l'écran des comtes ou des ducs. Et dans tout son livre, Jacques Baville passe son temps à expliquer que la France s'est agrandie en prenant la Normandie, en prenant la Guyenne, etc., alors qu'en réalité, c'est pas la France, c'est le domaine royal qui s'est agrandi. Et donc, la vérité, c'est que pendant plus de 3 siècles, l'État, le royaume capétien, a été un État féodal, inégalitaire et décentralisé, hérissé de privilèges, de franchises et de libertés, dans laquelle notre nation s'est épanouie en produisant ses meilleurs fruits. Ce fut l'époque des cathédrales et du grégorien, des croisades et de la chevalerie, de la courtoisie et des chansons de geste. Donc ce passé mérite
d'être accepté comme une page particulièrement grande de notre histoire de France. Donc, 3 contresens dans l'histoire de France de Jacques Bainville, et à côté de cela, un mépris, ou plutôt une indifférence à la grandeur de la France. Bainville raconte plus ou moins bien les événements qui se sont succédés, et les événements politiques essentiellement d'ailleurs, ou presque uniquement politiques. Et il a une page en tout et pour tout, sur 550, je le répète, pour évoquer la grandeur de la littérature, de la civilisation, de la culture française. Il s'en excuse presque, en disant qu'il ne veut pas tomber dans l'anecdote. Il tombe quand même dans l'anecdote, puisque il parle des maîtresses ou des favorites de Louis XIV. Ce n'est quand même pas beaucoup. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que les rois de France, dans son récit, sont vraiment mis à l'honneur. On apprend, ou il nous explique que 3 d'entre eux, au moins, ont été des assassins. Charles VII, encore dauphin, a fait assassiner le duc de Bourgogne, Henri III, le duc de Guise, et Louis XIII, Concini. Donc, il n'y a rien qui, dans son livre, mette en valeur la grandeur de la France, qui pourtant s'est illustrée dans tous les domaines. Non seulement dans la religion, la France étant la fille aînée de l'Église, mais dans la culture, la pensée, la philosophie, la science, la technique, le commerce, etc. Deuxième faiblesse de ce point de vue moral, son mépris des traditions. Bainville ne parle des coutumes ou des traditions que pour les considérer comme des obstacles au progrès. C'est une pensée révolutionnaire, pas du tout royaliste ou traditionnaliste. C'est ainsi, en particulier, qu'il dénigre les parlements. Or, les parlements de l'Ancien Régime, amis de la résistance française et de la réaction républicaine, étaient, en réalité, les gardiens des traditions et des libertés françaises face aux abus du pouvoir royal. Et leur disparition, leur élimination par la Révolution a laissé le champ libre à la terreur de la populace et à la tyrannie jacobine. Il reste à souligner aussi, à montrer aussi que Bainville fait un récit partiel et partial. Partiel, et il oublie beaucoup de choses importantes. Par exemple, il ne cite pas la bataille des Champs catalaniques contre Attila, le roi des Huns. C'est quand même dommage. C'est un événement important. Il ne parle pas de la bataille de Vouillers en 516, qui a permis à Clovis de battre les Visigoths et de les chasser, les Visigoths, pour les repousser et les refouler au-delà des Pyrénées. Pour ce qui est de la guerre de 100 ans, il est quand même très léger. Il nous explique qu'on a inventé la loi salique, ou on a ressorti la loi salique plutôt, pour refuser que le roi d'Angleterre, Édouard III, fût roi de France. Et ce n'est pas vrai. Il y avait 2 précédents. Je rappelle que Philippe le Bel avait 3 fils. Le premier, Louis X le Lutin, donc régnait, et à sa mort, il a laissé un fils posthume, Jean Ier, qui n'a vécu que 5 jours. Or, ce n'est pas la sœur de Jean Ier, Jeanne de Navarre, qui a régné après lui, après Jean Ier. Et Louis X le Lutin, c'est le frère de Louis X, donc Philippe V le Long. On va donc appliquer le principe de primogéniture masculine. Et de même, à la mort de Philippe V le Long, qui n'a laissé que des filles, c'est le frère, le troisième frère, donc Charles IV le Bel, qui a régné, et non pas une des filles de Philippe V. Donc la revendication d'Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel, était particulièrement saugrenue, puisque si on avait admis que
la couronne de France put passer par les femmes, c'est Charles le Mauvais, le roi de Navarre, fils de Jeanne, petit-fils de Louis le Hutin, qui aurait eu des titres plus importants, plus sérieux que ceux d'Édouard III. Alors pour ce qui est des événements de la guerre de 100 ans également, on reste sur sa fin. Bainville ne cite même pas la bataille qui a fini la guerre de 100 ans, la grande bataille, peut-être la plus grande bataille de l'histoire de France, Castillon, 17 juillet 1453. Je disais tout à l'heure qu'il méprisait la grandeur, il ne dirait rien de l'héroïsme des chevaliers français, sauf pour le tourner ridicule, en quelque sorte, implicitement, lorsqu'ils se sont fait massacrer à Crécy, à Poitiers et à Zincourt. Il aurait pu quand même mettre en valeur le fait que ces mêmes chevaliers, ou plutôt leurs fils, se sont illustrés lors des grandes victoires de Formigny et de Patay, avant celle de Castillon. Il traite le sujet en une ligne. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on reste sur sa fin. Alors, pour ce qui est de l'histoire plus récente, je l'ai dit, il n'est rien de la franc-maçonnerie. Ni de la franc-maçonnerie elle-même, ni des obédiences comme le Grand Orient de France, ni d'aucune loge quelconque, il n'en parle pas, rien. Il aurait quand même été intéressant de dire, sans tomber dans le complotisme de Baruel, qui croyait que la Révolution française était un complot maçonnique, ce qui était une erreur, il aurait pu dire que les 2 tiers ou les 3 quarts des députés à la Constituante étaient francs-maçons. Et il a réussi l'exploit de parler de la Troisième République sans jamais montrer le rôle que la franc-maçonnerie y a joué. Il parle même de l'affaire des fiches. L'affaire des fiches, ça doit être 1904. Hein. Lorsque on s'était perçu de manière scandaleuse, le scandale a été qu'on s'était perçu que le ministre de la guerre mettait en fiche les officiers en demandant au Grand Orient, donc la principale obédience maçonnique, de fournir des informations sur les officiers français. Alors, on faisait des fiches sur eux, va à la messe, avec missel ou sans missel, pour régler leur avancement. C'est-à-dire pour bloquer l'avancement de ceux qui étaient catholiques. Évidemment, le fait que la franc-maçonnerie, le Grand Orient de France, fût l'auteur des fiches, aurait dû être signalé par un historien sérieux et honnête. Mais on voit bien à quel point, d'ailleurs, Bainville a fait preuve de duplicité. Il était quasiment assuré de sa popularité à droite grâce au soutien de l'Action française, et il voulait donner des gages à la gauche. À cet égard, donc, il a donné des gages particulièrement sur la Révolution française. Pour ce qui est de la Révolution, il considère, comme avant lui il avait fait Tocqueville, qu'elle a permis l'aboutissement du projet de la monarchie absolue de créer un État centralisé. Il se targue d'ailleurs d'avoir découvert ce phénomène, alors que bien entendu, lorsque le livre de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution, était particulièrement célèbre. D'ailleurs, avant Tocqueville, Montlosier avait soutenu la même thèse que Tocqueville a repris sans le citer. Mais fallait-il se féliciter de cela ? Fallait-il se féliciter de cette centralisation jacobine avec tout son cortège d'horreur ? Un royaliste n'aurait pas dû le faire. Et à cet égard, il se séparait de Charles Maurras, qui a bon droit à rejeter l'horrible révolution en estimant que c'était une page sinistre de l'histoire. Lui, il la défend. Il va jusqu'à défendre, je le rappelle, je l'ai déjà dit, la terreur révolutionnaire. Et même en justifiant le combat contre les ennemis de l'intérieur, Jacques Bainville, ce prétendu royaliste, justifie le populisme vendéen. On ne peut pas faire pire. Alors, en conclusion, on peut s'étonner quand même que Jacques Bainville ait connu un tel succès. Mais il nous permet
à contrario, de mettre en évidence les 7 vérités cardinales de l'histoire de France, qu'il a soit ignorées, soit contredites. La première, c'est que la France est issue d'un synécisme cento-romano-germanique qui s'est accompli sous l'égide de l'Église catholique et qu'elle a donc des origines et des traditions indo-européennes en même temps qu'une culture chrétienne et qu'elle appartient à la civilisation occidentale dont elle est le meilleur aboutissement. Deuxièmement, la nation française, qui est un produit de l'ethnie française qui a pris conscience d'elle-même, s'est constituée au Xe et XIe siècle autour de la dynastie nationale des Robertiens-Capétiens, qui étaient des Français, après avoir évincé la dynastie étrangère des Carolingiens, qui étaient des Germains. Troisièmement, le royaume capétien a été, pendant 3 siècles, plus de 3 siècles, un État féodal, inégalitaire et décentralisé, qui a garanti la liberté française et dans laquelle la France s'est épanouie en produisant ses meilleurs fruits, comme, je le rappelle, les cathédrales, les grégoriens, etc. Quatrièmement, la France, depuis le XIe siècle, a montré sa grandeur dans tous les domaines, aussi bien la religion que la science, la philosophie, l'économie, le commerce, etc. Cinquièmement, les parlements de l'Ancien Régime ont été les gardiens des libertés et des traditions françaises, et leur disparition a laissé le champ libre à la tyrannie jacobine. Sixièmement, l'horrible révolution de 1789, qui ne s'est achevée qu'en 1815, a été l'épisode le plus sanglant et le plus désastreux de l'histoire de France, et elle a entraîné notre nation sur le chemin de la décadence. Et septièmement, c'est plus banal, mais il faut le souligner, l'histoire de France ne se réduit pas à la succession d'événements politiques. Elle est d'abord et avant tout celle de son peuple, donc de la société, autrement dit des institutions, de la religion, de la culture, de la langue, etc. Alors, on peut se demander comment un tel mauvais historien, un historien si mauvais, a pu avoir un tel succès et avoir une telle réputation. J'ai donné quelques éléments d'explication, mais j'avoue qu'ils ne sont pas satisfaisants. Comment des royalistes, par exemple, s'ils ont lu Bainville, peuvent-ils accepter qu'ils fassent l'éloge de la terreur et qu'ils justifient le populisme vendéen, qu'ils ne lisent rien, d'ailleurs, des grands héros de l'histoire de la Vendée militaire. Et comment, d'ailleurs, quiconque peut-il prendre au sérieux un historien qui nous explique que la bataille de Tolbiac en 496 a opposé les Français aux Allemands, ou qui aussi dit que Charlemagne, couronné en 800, a combattu les Mongols 4 siècles avant Jean Giscard. J'avoue qu'on est abasourdi quand on lit ce genre de sottises. Alors, il faut croire, c'est l'explication principale, sans doute, que la gauche a trouvé son intérêt, parce qu'il y a en quelque sorte un cheval de Troie intellectuel au sein de la droite, un homme de gauche camouflé en homme de droite, en royaliste, en la personne de Bainville, qui pourrait affaiblir intellectuellement la droite, en la conduisant sur des chemins de traverse qui n'ont rien à voir avec la véritable histoire de France. Je vous remercie.